Bonjour Corinne Rebaud, j'aimerais que tu me parles de ton dernier ouvrage sur les femmes voyageuses et exploratrices. Bonjour Martine, merci de m'accueillir. Et donc, oui, le dernier ouvrage que j'ai réalisé porte sur les femmes exploratrices. Après avoir étudié les hommes, eh bien, je me suis intéressée aux femmes qui sont moins nombreuses, mais tout aussi intéressantes. Oui, parce qu'on parle d'une certaine époque où les bateaux étaient encore à voile et que les femmes n'étaient pas autorisées à monter en bateau avec eux. Alors, elles ont fait comment ces femmes? Alors, voilà, les femmes étaient interdites d'embarquer, donc elles avaient interdiction d'embarquer sur les bateaux du roi. Et celles que j'ai signalées dans le livre, eh bien, elles ont, généralement embarqué, en cachette. Si on prend la plus connue, Jeanne Barré, qui a embarqué sur l'expédition de Bougainville avec l'accord de son compagnon, le botaniste, Commerson. Bon, ben, elle était déguisée en homme de bout en bout. Si on en prend d'autres, comme par exemple Marie-Louise Girardin, elle sera tout le temps déguisée en homme, sur l'expédition d'Entrecasteaux. Rose de Freycinet va embarquer déguisée en homme aussi, puis après elle retirera ses vêtements. Donc en fait, au 18e et début 19e, il faut absolument se travestir pour monter sur un bateau quand on est une femme et surtout quand on veut y rester sur ce bateau. Et d'autant que ces femmes ont tout un passé, parce que tu parles de la condition féminine à l'époque, qui n'était pas si rose. Oui, parce que, je me suis posé la question pourquoi elles étaient parties, dans quelles conditions, pourquoi elles ont quand même bravé tous ces dangers et tous ces risques, malgré tout. Eh bien parce qu'en fait, la condition féminine à terre n'était guère, facile, hein, particulièrement pour des femmes qui avaient eu des enfants, eh bien soit elles restaient à la maison à s'en occuper, soit elles les quittaient, c'était très compliqué et en fait, on ne vivait pas le rapport à la maternité au 18e et 19e siècle comme on le vit maintenant. Donc, c'était des situations bien différentes et visiblement, on s'attachait beaucoup moins aux enfants et beaucoup d'enfants étaient abandonnés aussi. Oui, parce que dans ton livre, tu ne parles pas simplement des voyages qu'elles ont effectués, mais aussi tu parles beaucoup des enfants abandonnés, des salons, des salonistes, hein, les femmes qui tenaient salon, et on s'aperçoit que le féminisme n'était pas encore à la mode. Non, Loin de là. donc loin de là. Donc en fait, ces femmes-là, je me suis demandé comment elles ont pu embarquer, en dépit de tous les risques et dangers. Alors soit elles suivent un compagnon comme Jeanne Barré, elle suit son compagnon Commerson, soit, Louison, elle suit Kerguelen, Oui, elle n'a que 14 ans. Rose de Frécy C'est oui, Rose. Rose de Freycinet va suivre son mari, mais beaucoup vont laisser leurs enfants, vont les abandonner aussi. Par exemple, avant de partir, eh bien, l'enfant de Jeanne Barré et de Commerson a été, abandonné. Heu, Adèle de Dombasle va laisser ses 3 enfants et va partir avec, Edmond de la Coche, hein, Ginoux de la Coche. Son amant, son Donc, amant. finalement, voilà, ça c'est plus tard. Mais bon, dans tous les cas, le rapport à la maternité n'est pas le même. En plus, il y avait, une situation terrible quand des femmes non mariées avaient des enfants. Eh bien, les enfants étaient des bâtards et elles étaient rejetées par la société, aussi bien par la famille. Souvent, le conjoint, enfin le compagnon ne voulait pas de cet enfant et les enfants finissaient en général aux portes des églises abandonnés. Dans Donc, les tours, là, c'était une j'ai vu que les situation. endroits, là, c'est une espèce de tourniquet, on mettait l'enfant comme les portes dans un hôtel, quoi. Hop, et le tour Voilà, ça était c'était joué. affreux. Oui. Ce tour d'abandon est instauré, au début du 19e siècle et pendant,
pendant tout le règne de Napoléon Ier, eh bien, les abandons sont très, très importants. Et donc, on plaçait le nouveau-né dans une espèce de petit couffin, on sonnait la cloche, on faisait tourner le tambour et l'enfant, le nourrisson, le nouveau-né, glissait. Et le fait que la cloche avait sonné, ça indiquait à la religieuse qui était de l'autre côté qu'il fallait récupérer un enfant. Et donc, ces enfants allaient mourir très, très rapidement. Il y avait une terrible mortalité infantile. Ils étaient abandonnés dans les premiers jours de leur naissance ou même quelques heures après leur naissance. Donc, la mortalité infantile était colossale et seulement quelques-uns s'en sortaient. Donc, c'est intéressant de voir qu'à à peine 2 siècles de distance, eh bien, on pouvait abandonner ses enfants, soit on s'y attachait très peu parce qu'on se disait qu'ils allaient mourir. Donc, comme il en mourait beaucoup, on ne s'y attachait pas tant que ça. Généralement, soit on les élevait pas, soit ils étaient abandonnés. Donc, c'était des situations terribles dans l'ensemble. Alors, ce qui fait que donc ces femmes-là, elles, n'ont pas hésité à abandonner leurs enfants. On pourrait parler plus particulièrement de Jeanne Barré, qui en fait était une scientifique quand elle a suivi son compagnon. Parce que si je me souviens bien, dans ton livre, tu dis que avant qu'ils ne soient embarqués sur le bateau, déjà, ils travaillaient ensemble. C'était son bras droit et c'est pourquoi elle l'a suivi en cachette. Oui, alors bon, scientifique est peut-être un bien grand mot. À la base, c'était sa gouvernante, mais elle a appris à son contact parce qu'en fait, il était médecin, mais il adorait la botanique. Et donc, elle le suivait partout, déjà en France, dans les parcs, dans les jardins, dans les campagnes, et elle a appris à herboriser, à tenir un herbier, etc. Et ensuite, quand il a été choisi pour l'expédition Bougainville, il a tenu absolument à ce qu'elle le suive parce que, comme tu dis, si justement c'était son bras droit en quelque sorte, un assistant extrêmement, disons plutôt une assistante très Efficace. importante pour lui, hein, très efficace. Et même, il est dit dans le voyage de Bougainville que lorsqu'ils sont au Brésil et que lui a été blessé à la jambe, enfin un problème à la jambe, eh bien, c'est elle qui fait tout, qui porte les herbiers, qui porte les cartons, qui Et va faire les toujours recherches, déguisé en homme. et elle est toujours déguisée en homme. Parce qu'en fait, comme ils embarquent en fait, sur le deuxième bateau de l'expédition, et le deuxième bateau, la Flûte de l'Étoile, va rejoindre l'expédition Bougainville à Rio de Janeiro, et c'est là que probablement Bougainville, qui était un fin connaisseur, on va dire, de la gente féminine, a dû réaliser quand même que son assistant n'était peut-être pas tout à fait C'était un une assistant. assistante. Mais Voilà, mais c'est aussi à Tahiti qu'elle s'est fait démasquer. voilà. Et donc, à l'embarquement, bon, ben, il ne va rien dire parce qu'il a besoin du botaniste, qui est un botaniste de renom, commerçant, et à condition qu'il soit très discret, eh bien, ça devrait aller. Et donc, malgré quelques rumeurs qui commencent à poindre dès l'Amérique du Sud, comme ils sont extrêmement discrets et qu'ils ont une cabine à eux, eh bien, ils ne se mélangent jamais, surtout elle, et de fait, elle n'est pas démasquée. Sauf qu'à l'arrivée à Itia, quand ils vont débarquer pour aller herboriser comme ils le faisaient d'habitude, elle dans sa tenue de marin et lui dans sa tenue d'homme du XVIIIe siècle, eh bien, à ce moment-là, les Tahitiens d'Itia se jettent sur elle et disent que c'est une femme, commencent à la déshabiller pour lui faire les honneurs, probablement Oui. considérant qu'eux offraient leur femme et que c'était l'offrande de Bougainville à ces messieurs. Et à ce moment-là, la vigie est obligée d'intervenir et de séparer les hommes et de renvoyer immédiatement Jeanne sur le bateau dont elle ne ressortira Ils plus avaient plus jusqu'au près de la départ. nature, ils étaient plus près de la nature et eux, ils avaient l'œil. Hein. Hop, hop, on nous la fait Voilà, pas, voilà. c'est Et donc, ça. elle n'a pas été la seule à explorer le Pacifique. Non, parce qu'une autre qui s'appelle donc
Louise Girardin, eh bien, alors elle, c'est différent. Elle s'embarque dans le plus grand des secrets. Elle est déguisée en homme. Elle ne sera jamais reconnue par le reste de l'équipage. Elle a aussi sa cabine à elle. Elle est une sorte d'intendante à bord du bateau. Et sur l'expédition d'Entrecasteaux, ce sera la première à atteindre l'Australie, en faire le tour, etc. Et ce n'est qu'après sa mort que le médecin de bord déclarera qu'en fait, Louis Girardin était Louise. Elle les a bien mystifiés. Exactement. Et est-ce qu'il y en a eu d'autres comme ça? Alors, c'est de là que j'ai particulièrement noté. Il y a eu, disons, la maîtresse de Kerguelen, mais elle qui n'est pas venue dans le Pacifique, ça s'est arrêté donc à Kerguelen dans l'océan Indien. Mais elle, c'était encore un autre cas, c'était probablement une pauvre jeune fille qui avait été embarquée par Kerguelen pour être sa maîtresse Oui, et parce que elle c'était un devait sacré, certainement… sacré lascar, Oui, ce Kerguelen. Parce que moi, je ne oui, connaissais que Kerguelen, les îles. Je me disais, bon, bah, ça doit être un explorateur, mais c'est un sacré filou, puisqu'il est allé raconter oui. que c'était l'Eldorado, les Kerguelen, alors que pas du tout. Exactement. C'était un filou, on peut dire quand même d'une certaine manière, un imposteur, et qui s'arrangeait bien avec les règles. Donc, il embarque sa maîtresse et elle restera à bord pour tout au long de l'expédition. C'était très certainement une pauvre jeune fille qui traînait sur les quais, donc finalement, il l'a embarquée. On ne sait pas ce qu'elle deviendra par la suite. Et donc, bon, là, c'est une histoire assez limitée, puisque quand même, dans le cas de Jeanne Barré, elle participe quand même considérablement à la botanique et à toutes les explorations. Et puis ensuite, ce sera la première femme française à faire le tour du monde, puisqu'après l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice, elle retournera en France et elle aura accompli un tour du monde, Et elle sans sera le reconnue. vouloir réellement, mais elle l'aura fait. Elle sera reconnue, en tout cas, en tant que personnage. Alors, tu dis que ce n'est pas une scientifique, mais quand même, elle a une démarche scientifique. Oui, et puis elle a beaucoup contribué parce qu'ensuite, quand Commerson meurt, eh bien, elle ramènera un grand nombre de ces mâles et de ces herbiers qui seront ensuite déposés au jardin des plantes. Donc, elle a contribué à la transmission des connaissances, des savoirs, et elle a ramené un certain nombre des travaux qu'ils avaient effectués tous les deux. Donc, oui, on peut la mettre dans cette catégorie-là. Louis Girardin, j'ai expliqué pourquoi elle avait fui et finalement, elle fait le tour de l'Australie et elle mourra en mer. Concernant Rose de Freycinet, elle fera le tour du monde avec son mari et passé Gibraltar, elle retirera ses vêtements d'homme et elle réintégrera sa condition de femme. Et puis, on a plus tard dans le siècle Adèle de Dombasle qui, elle, vient en tant que femme et elle fera de très beaux portraits de chefs marquisiens aux marquises. Très certainement, la première femme à faire cela dans les années 1848. Et puis après, en fin de livre, je parle de Constance Gordon Cumming, une Écossaise qui, elle, a circulé dans tout le Pacifique. Et c'est peut-être la seule voyageuse de toutes, c'est-à-dire qu'elle a voyagé pour son plaisir et elle n'avait besoin de personne, ni d'homme, ni de protecteur. Elle a voyagé, elle a dessiné, elle a peint et elle a fait ça pour elle. Eh bien, écoute, si on veut en savoir davantage, est-ce que tu pourrais nous montrer la couverture de ton livre? Voilà. Alors, femme exploratrice et voyageuse. Et c'est tout un programme, parce qu'en plus, c'est très bien illustré. Il y a des portraits, il y a des dessins, et c'est un ouvrage historique, mais on ne s'ennuie pas. C'est écrit comme un Voilà. roman. Oui, j'ai essayé de faire en sorte que la lecture soit plaisante, l'illustrer quand même abondamment. Et comme j'avais fait dans mes deux précédents ouvrages, Six explorateurs français dans le Pacifique, et puis ensuite les derniers explorateurs français dans le Pacifique au 19e, j'ai essayé de replonger le lecteur dans l'ambiance du siècle,
bon, pour les explorateurs, le 18e puis le 19e, et là particulièrement dans la condition des femmes, parce que c'était une chose de raconter leur voyage, mais c'en était une autre de se replacer dans leur situation, dans leur contexte, qui était tellement différent de celui que nous vivons actuellement que je pense qu'il était utile de rappeler à quel point ces femmes avaient une vie tellement différente de la nôtre. Bah, écoute, j'ai lu ton livre et je me suis régalée et j'espère que tout le monde en fera autant. Merci Corinne. Merci Martine.